Ne regardons pas la télévision. J'ai vu passer dans les réseaux sociaux cet extrait d'interview de Bruno Retailleau. D'un point de vue analytique discernable, le comportement de Bruno Retailleau durant cette interview révèle plusieurs aspects intéressants de sa personnalité et de ses mécanismes de défense. Tout d'abord, le biais de confirmation cognitif marqué. Il rejette systématiquement les études et chiffres qui contredisent sa vision. Mais moi je suis pas de cet avis. Moi je m'inscris en faux. Eh bien, la réalité dément cette étude. Il sélectionne uniquement les données qui confortent ses positions. Cette réalité, ces chiffres, la préfecture de police de Paris. Alors, ce qui concerne, ce sont des chercheurs qui travaillent pour la Matignon, la préfecture de police de Paris, mais aussi la préfecture, l'ensemble des préfectures. Et les chiffres que je tiens à votre disposition permettent d'affirmer un certain nombre de points. C'est une réalité. Il refuse d'examiner les preuves contraires à ses convictions. Par exemple, le vol de voiture, le cambriolage. Le cambriolage, c'est 38% qui sont commis par des étrangers. Les mécanismes de défense rigides. Il utilise la projection en accusant les autres de ne pas vouloir voir la réalité. Mais vous savez, peut-être qu'à France Télévisions, vous ne voulez pas voir la réalité. Mais les Français, ils la voient. Il dénie la validité des études scientifiques contraires à son point de vue. Eh bien, la réalité dément cette étude. Il se réfugie derrière ce que pensent les Français pour éviter la confrontation avec des données objectives. 70% les Français souhaitent qu'on reprenne le contrôle. Troisièmement, la pensée dichotomique. Il a tendance à catégoriser les situations de manière binaire. L'immigration n'est pas une chance. Il a des difficultés à intégrer la complexité et la nuance dans son analyse. Il est dans le rejet des positions intermédiaires ou nuancées. Quatrièmement, la résistance au changement de perspective. Il maintient ses positions même face à des données contradictoires. Il montre une incapacité à remettre en question ses croyances. Il utilise des stratégies d'évitement quand confronté à des faits contradictoires. Il y a 1,4% des personnes sous OQTF qui ont été condamnées pour un crime ou pour un délit. Ça veut donc dire que 98,6% n'ont jamais été condamnés par la justice. C'est pas forcément... Mais vous vous trompez, vous vous trompez, l'OQTF. Cinquièmement, l'anxiété face aux données objectives. Il manifeste un inconfort visible quand il est confronté à des statistiques contraires. Il développe des mécanismes de défense pour protéger ses convictions. Il réagit émotionnellement plutôt que rationnellement aux contradictions. Cette rigidité cognitive et cette résistance aux données objectives pourraient suggérer un besoin profond de maintenir une vision du monde cohérente avec ses croyances, même au prix d'un déni de la réalité factuelle. J'identifie ici un possible syndrome de la forteresse assiégée, caractérisé par le mécanisme paranoïde. Ils se sont attaqués par les médias, sa position défensive systématique, le retournement des critiques vers l'extérieur, le pattern de pensée inflexible. Il est dans le rejet catégorique des données contraires. Il est dans la construction d'une réalité alternative. Il a un besoin compulsif de maintenir sa position de contrôle. Les manifestations comportementales. Il a un discours autoréférentiel. Il a une posture de victime qui doit se défendre. Il a des réponses agressives passives quand il est confronté. La base narcissique sous-jacente. Il est dans l'impossibilité d'admettre l'erreur. Il a une conviction de détenir la vérité absolue. Il est dans le besoin de maintenir une image de toute puissance. Ce syndrome traduit souvent une anxiété profonde face à la perte de contrôle et une fragilité narcissique compensée par une posture d'autorité rigide. Analysons maintenant son discours dans une perspective électorale et présidentielle. Plusieurs éléments stratégiques émergent. 1. Le positionnement politique.
Bruno Retailleau tente clairement de se démarquer de l'extrême droite tout en captant son électorat. Je vais vous dire, le problème, c'est que l'extrême droite a grossi au fur et à mesure que la droite avait honte de ses convictions. Il cherche à établir une position de droite décomplexée sans tomber dans l'association directe avec le RN. Deuxièmement, sa stratégie de communication. Il y a une utilisation répétée de chiffres et statistiques pour protéger une image de compétence et de maîtrise du sujet. Il a une adoption d'un ton ferme sur l'immigration, le thème traditionnellement porteur en période électorale. Il a une construction d'une narration autour du désordre migratoire qui résonne avec les préoccupations de l'électorat de droite. Entre un désordre migratoire, une immigration qui n'est pas maîtrisée. Troisièmement, son positionnement vis-à-vis de l'exécutif actuel. Il a une critique implicite de la politique d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Il met en avant l'inefficacité des politiques actuelles. Il se positionne comme l'alternative crédible avec des solutions concrètes. Quatrièmement, il est dans une construction d'une stature présidentielle. Il évite habilement des questions sur Donald Trump, montrant une volonté de rester centré sur les enjeux nationaux. Je souhaite qu'il y ait notamment une PPL, sans doute, du Sénat ou de l'Assemblée nationale pour rétablir le délit de séjour irrégulier. C'est fondamental et c'est pour ça que j'ai proposé qu'on modifie la loi, qu'on modifie la règle à 2 niveaux. Que pour les délinquants, justement, je veux que les préfets, lorsqu'ils contestent la décision d'un juge... Quatrièmement, construction d'une stature présidentielle. Évitement habile des questions sur Trump. Clandestin, suffisamment à faire pour régler les problèmes de mon pays. Montrant une volonté de rester centré sur les enjeux nationaux. Il a une utilisation répétée de « Moi, je suis français » pour renforcer son ancrage national. Il met en avant sa capacité à proposer des solutions législatives concrètes. Cinquièmement, l'appel aux électeurs. Il fait référence aux 70% des Français qui souhaitent une politique plus stricte. Une utilisation du sentiment d'insécurité comme levier électoral. La construction d'un discours qui fait écho aux préoccupations de l'électorat traditionnel de droite. La gestion des sujets sensibles. Il a une distance prudente sur les questions internationales, notamment avec Donald Trump. Il a une position mesurée sur les sujets médiatiques. Il a un équilibre entre fermeté et respect des institutions. Ce discours révèle une stratégie électorale calibrée pour reconquérir l'électorat traditionnel de droite, se positionner comme alternative crédible à l'exécutif actuel. Maintenir une ligne ferme sur l'immigration sans basculer dans les excès rhétoriques de l'extrême droite. L'approche adoptée suggère une préparation pour un positionnement présidentiel avec un équilibre recherché entre fermeté sur les thèmes régaliens et respect des institutions républicaines. Comment aider les personnes niant la réalité ou ayant le syndrome de la forteresse assiégée? Je peux suggérer à l'auditoire plusieurs approches pour faire face à cette incapacité à intégrer des perspectives différentes. Pour celui qui fait face à cette personne, il faut tout d'abord garder son calme et éviter la confrontation directe. Il faut utiliser la méthode des petits pas, introduire graduellement des perspectives différentes. Pratiquer l'écoute active sans jugement. Partager des expériences personnelles concrètes plutôt que des concepts abstraits. Reconnaître leurs émotions tout en maintenant les faits. Pour la personne qui a cette difficulté, si elle est bien sûr ouverte au changement, commencer une thérapie cognitive pour explorer ses résistances. S'exposer progressivement à des points de vue différents. Pratiquer la mindfulness pour réduire l'anxiété face aux idées nouvelles. Tenir un journal de réflexion sur ses réactions émotionnelles. Participer à des groupes de dialogue diversifiés. Les techniques de communication efficaces. Utiliser le je plutôt que le tu ou vous, accusateur. Poser des questions ouvertes. Exemple, qu'est-ce qui te fait penser cela? Comment es-tu arrivé à cette conclusion? Peux-tu me parler de ce qui t'a amené à avoir ce point de vue? Quelle a été ton expérience personnelle avec cette situation? Comment as-tu vécu cela directement? Dans quelles circonstances as-tu observé ce phénomène?
Que penserais-tu si tu étais dans la situation inverse? Comment imagines-tu que l'autre personne puisse vivre cette situation? Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis sur ce sujet? Comment expliques-tu que d'autres personnes puissent avoir un point de vue différent? Quel aspect de ce sujet te semble les plus complexes? Quelle autre façon de voir les choses pourrait exister? Ces questions permettent d'ouvrir le dialogue sans confrontation et d'encourager la réflexion personnelle. Valider les émotions tout en questionnant doucement les croyances. Chercher des points d'accord avant d'aborder les désaccords. Éviter la confrontation directe qui renforce souvent les mécanismes de défense. Que nous dit maintenant la parole sur ce type de comportement et comment y remédier? Sur le discernement de ce type de comportement, l'homme orgueilleux a pour nom insolent. Il agit avec l'arrogance de l'orgueil. Proverbe, chapitre 21, verset 24. Ce verset illustre parfaitement le syndrome de la forteresse assez décrit dans l'analyse. La personne manifestant ce syndrome montre des signes que l'Écriture identifie clairement. Le rejet de la vérité. Ils ont en effet la forme de la piété, mais ils en renient la puissance. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. L'enfermement dans ses propres certitudes. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe, chapitre 14, verset 12. L'orgueil intellectuel. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains Yahweh et détourne-toi du mal. Proverbe, chapitre 3, verset 7. Sur l'approche spirituelle à adopter, dans notre attitude intérieure, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Cette disposition intérieure est cruciale car elle nous permet de voir la personne au-delà de son comportement. Elle nous garde d'une attitude de jugement. Elle ouvre la possibilité d'un véritable dialogue. Dans notre communication, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens, chapitre 4, verset 6. Cela implique d'adapter notre discours avec sagesse, de maintenir un équilibre entre vérité et grâce, de rester constructif même face à l'opposition. Sur les actions concrètes à mettre en œuvre, la prière comme fondement. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc, chapitre 6, verset 28. Priez pour leur ouverture d'esprit. Demandez la sagesse dans nos interactions. Intercédez pour leur libération spirituelle. L'accompagnement pratique. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ. Galates, chapitre 6, verset 2. Être présent sans jugement, offrir une écoute bienveillante, témoigner par nos actes plus que par nos paroles. Sur les limites à poser. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu, chapitre 7, verset 6. Ce principe nous rappelle que il faut parfois savoir prendre du recul. Certaines discussions peuvent être stériles. La sagesse implique de discerner quand parler et quand se taire. Sur la perspective spirituelle à long terme, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Galates chapitre 6, verset 9. Gardez espoir dans la transformation possible, persévérer dans l'amour et la patience, faire confiance à l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Les recommandations pratiques pour le chrétien. Il faut maintenir une vie spirituelle solide. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Restez ancrés dans la parole et la prière. Cherchez le soutien
de la communauté chrétienne. Développez une approche équilibrée. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu chapitre 10, verset 16. Alliez discernement et bienveillance. Maintenir des limites saines. Rester authentique dans sa foi. Cultivez la patience. Il supporte tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il endure tout. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Acceptez que le changement prend du temps. Ne pas forcer les confrontations. Faire confiance au Père Yahweh. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.